Bonjour, je m'appelle Morgane Catoire. J'accueille les entrepreneurs et les dirigeants pour parler des dessous de leur carrière. L'intention de ce podcast, c'est de parler de l'impact d'une carrière sur le premier cercle de relations et comment on deal avec la solitude de l'entrepreneur. La phase B du succès, le podcast qui parle de la face cachée de l'entrepreneuriat. Hello, aujourd'hui on est avec Lucas Hello. Ullmann dans la phase B du succès. Donc Lucas Ullmann, c'est le fondateur de Capsule, c'est la boîte qui vous permet d'investir dans l'immobilier depuis votre canapé. Bonjour Lucas. Exactement. Bonjour, enchanté. Enchanté, oui, c'est vrai que c'est la première fois qu'on se rencontre. Lucas, tu étais partant pour me parler de ta vie d'entrepreneur et de comment tu es rentré dans l'entrepreneuriat, sachant que toi, tu as commencé quasiment directement ta vie par ça, et que tu es rentré direct dans le vif du sujet. C'est quoi ton Carrément. Donc, parcours? moi, j'ai eu le bac, donc, comme tout le monde, à mes 18 ans. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que avant, 2 ans avant, en seconde, j'ai eu un accident qui a un peu changé ma vision des choses, donc à 16 ans. Et donc, ce qui a permis, j'ai dû m'adapter suite à ça. Donc, pas mal de changements dans ma vie à ce niveau-là. Donc, je faisais essentiellement en fait des mi-journées au lycée. Et Ok. donc, j'ai appris à étudier et travailler seul de mon côté. Je suis devenu un peu autodidacte via cet événement. Et donc, ça m'a permis aussi, après le bac, de me poser des vraies questions et de savoir ce que je voulais faire, dans quelle direction je voulais aller. J'ai essayé de partir sur les bancs de l'université pendant 6 mois, ça m'a pas trop plu. Donc, finalement, je suis parti travailler dans l'événementiel pendant un an et demi sur Paris. Et suite à ça, c'est un domaine que j'ai bien aimé, mais pas assez pour en faire toute ma vie. Donc, je suis parti dans l'immobilier. Donc, j'ai fait un BTS à distance dans l'immobilier. Et en Ok. même temps, à côté, je commençais à chercher et chercher des biens pour les rénover, pour faire investir des personnes qui étaient en Île-de-France, sur la ville de Reims, parce que mon père avait pris fonction là-bas. Donc, c'est comme ça que je me suis accroché à cette ville. Et j'ai commencé voilà, à attaquer l'immobilier comme ça pour mon père et des proches qui souhaitaient investir. Donc, je les faisais investir. Moi, je faisais des visites la semaine là-bas quand j'étais dispo. Et j'ai fait comme ça pendant un an en auto-entreprise. Puis, j'ai créé Capsule et maintenant, ça va bientôt faire 3 ans que Capsule existe. C'est ce premier pied là dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment parce que tu parlais de l'Île-de-France et de Reims, c'est un moment où tu as constaté les différences de prix et ce que ça pouvait permettre. Comment t'as foutu le doigt là-dessus? Parce que c'est pas forcément à 19-20 ans, c'est pas forcément les prix de l'immobilier qu'on regarde, je sais pas. Enfin, C'est sûr, c'est sûr. Bah, en fait, au tout début, ce qui s'est passé, c'est que mon père, en fait, m'a dit trouve-moi un logement à Reims parce qu'il travaille là-bas. ok. Et j'étais en train de me lancer dans l'immobilier avec mon BTS. Donc, il m'a dit logiquement, voilà, c'est à toi de regarder. Et là, c'est là que je me suis rendu compte que les prix n'étaient pas du tout les mêmes entre l'Île-de-France et la province. Même pas que Reims, mais toute la province. Mm. Et donc, je me suis intéressé à ces villes de province, essentiellement à Reims. Et c'est là que on a vu qu'en achetant, on pouvait louer plutôt cher et que les rendements étaient plutôt bons par rapport à ce qu'on pouvait faire en Île-de-France. Et donc, en fait, mon père qui devait d'abord loger là-bas, il a finalement choisi par y investir en premier temps. Et on a commencé, voilà, comme ça, un petit peu à mettre le pied là-dedans. Et ça s'est su autour de nous. J'ai commencé à le faire pour des amis de mon grand frère. Et je me suis lancé comme ça, petit à petit, pendant un an en auto-entreprise, où je le faisais pour des entourages, des connaissances d'amis ou des choses comme ça. D'accord. Donc avec le soutien de ton père et de ta famille au départ, puis ton entourage proche. C'est ça, l'entourage proche était vachement là, même si on n'est pas une famille d'entrepreneurs, on va dire. J'ai tout de suite mes parents et mes frères qui ont été d'accord et qui m'ont laissé faire et j'ai pu me lancer. Donc ça, c'était quand même bien, surtout que là, à cette époque, j'avais 20 ans, 21 ans. Donc c'était pas mal pour commencer, d'avoir un entourage qui te comprend et qui te guide un peu et du moins qui te laisse faire les choses et tester. Donc par contre, un peu moins compris sur le côté amis, vu qu'ils étaient tous en école ou encore en études. Donc quand tu commences à avoir des problématiques de comptabilité, de savoir si tu prends des bureaux quand j'ai créé Capsule, de savoir si tu recrutes ou pas, c'est là où tu dois investir pour ta société.
toutes ces questions-là, j'étais face à des dilemmes que tu n'as pas forcément à ton âge et qui Mm. n'étaient pas forcément compréhensibles vis-à-vis de mes potes de lycée ou d'université. Sur l'idée de capsule, c'est parce que tu es passé quand même à une autre échelle entre le moment où tu bosses pour ton Mhm. père et avec tes frères et peut-être les proches, l'idée d'accompagner les gens à le faire, c'est quand même un peu une autre échelle. Ça t'est Mhm. venu Tout à fait. comment et qu'est-ce qui t'a permis de faire ce chemin-là? En plus, de mémoire, c'est lancé en 2020, Capsule, le meilleur moment. Bah, la société elle a été créée le 17 février 2020, donc je crois un mois avant le confinement. Si je dis pas de bêtises, je crois que le confinement En il est mars. arrivé le 19 mars ou un truc comme ça. Donc un mois avant. Donc après, l'avantage c'est que du coup Capsule n'a connu que ça, donc on a eu, on pouvait pas se plaindre parce qu'on savait pas à quoi on pouvait s'attendre avant. Donc on a travaillé uniquement sur Covid pendant 2 ans. Et oui, en effet, bah, l'échelle a pas mal évolué parce qu'au début, j'ai commencé comme ça à le faire pour mon entourage. J'avais deux, trois clients. Et au bout d'un moment, je me suis formé énormément dans ce domaine-là. Et j'ai commencé à faire de plus en plus de rencontres, de meetings sur Paris et tout ça. Et aujourd'hui, bah, en effet, on est 8, bientôt 10 dans l'équipe. On a, euh, on a accompagné plus de 100 clients. Donc, en effet, ça fait pas mal de clients, de projets réalisés. On en a fait plus d'une soixantaine. Donc voilà, en effet, on s'est pas mal développé. On a des bureaux sur 3. On est en train de développer aussi Nancy et Dijon pour avoir des bureaux prochainement là-bas. Donc Ok. on propose aujourd'hui 4 villes et leurs alentours. Et ça permet de bien développer les projets et de bien avancer sur les différentes missions qu'on a. Donc nous, essentiellement, en fait, on recherche et on est jusqu'à la fin, on meuble et on décore le bien. Donc et après, on délègue et on passe le projet, soit à des partenaires en conciergerie parce que nos clients voudraient faire du Airbnb, ou la location standard meublée, colocation. En fait, on s'adapte au projet du client et ensuite on délègue à des partenaires sur le côté gestion une fois que le projet est terminé. Voilà. Nous, on va vraiment acheter quelque chose qui ressemble pas trop à un appartement bien réalisé et terminé, et on va justement accompagner le client pour bien faire les travaux, bien le décorer, qu'il soit joli et qu'on optimise ça au mieux. Quand tu dis accompagner, tu fais de la livraison clé en main ou tu drives tes clients pour qu'ils réalisent tout eux-mêmes? Alors, on fait de l'accompagnement clé en main, mais après, sur beaucoup de sujets, c'est le client qui va, lui, faire et réaliser, parce qu'aujourd'hui, typiquement, pour contracter un prêt, il faut que ce soit le client qui s'engage et c'est lui qui va le faire. Pareil pour chez le notaire pour signer un compromis. Donc, c'est vraiment le client qui, lui, va réaliser l'investissement comme s'il était seul, Mhm. du moins sur les actions. Mais nous, on va le déléguer, enfin, il va déléguer à nous et on va le superviser surtout. Donc, c'est-à-dire que sur un compromis, on va regarder s'il n'y a pas de problème, on va regarder un peu les documents, s'il n'y a pas de souci. On va regarder les DPE, s'il y a des travaux à faire pour les normes énergétiques, la classe énergétique, on va le faire et on va aller faire des devis sur ça. Donc nous, on propose des devis avec la Société du bâtiment, des projections 3D pour la décoration. Et en fait, on va être vraiment sur chaque étape de l'investissement. On va être là pour le client, l'accompagner. On a des partenaires financiers, courtiers, notaires, experts comptables. En fait, le but, c'est que aujourd'hui, on sait qu'un investissement, c'est environ 200 heures quand un investisseur le fait seul. Nous, on sait que voilà, aujourd'hui, un investisseur, en passant par nous, en fonction du client, il y en a qui s'impliquent plus que d'autres, mais ça peut descendre de 15-20 heures de temps jusqu'à 50 heures. Le but, c'est que maintenant, l'investisseur avec nous, le client, ça lui prenne entre 15 et 30, 40, 50 heures max. Et Ok, nous, on s'occupe du reste. ok. Et puis c'est super sécurisant de savoir que vous savez de quoi vous causez, c'est surtout dans ces Oui, milieux. voilà. Et nous, on fait acheter en dessous du prix du marché parce qu'on a nos professionnels locaux. Enfin, on est là depuis un moment et on a même beaucoup de clients qui ont revendu leur projet pour partir sur d'autres choses, post 1 an, post 2 ans, qu'on fait des plus-values. Alors, c'est pas ce qu'on visait parce que nous, on vise long terme en locatif. Mhm. Donc, c'est vraiment voilà, on a des bonnes affaires, on a des contacts, on a les agences qui nous appellent quand ils rendent des biens. Voilà, le but, c'est de faire investir des clients sur les villes en province où on est, sans forcément qu'ils connaissent le marché, qu'ils y soient déjà allés ou qu'ils savent de quoi il en est sur ces marchés-là. Et en fait, on a vraiment des personnes de Singapour, de Suisse, du Portugal, de Belgique qui ont investi dans ces villes et qui sont pourtant jamais venus. Ok, d'accord.
Tout à l'heure, tu me disais qu'effectivement, les premiers moments où tu as commencé à avoir des problèmes de compta et de rentrer Mm. dans ces sujets-là, ton entourage, et notamment ton entourage amical, t'es pas forcément dans le trip et que c'était pas forcément évident, du coup, d'avoir de la communication avec eux là-dessus. Ça s'est passé comment pour toi, En effet, justement, tout ce moment-là? bah, quand on se lance, 20, 21, 22 ans, alors qu'on a tous nos amis qui sont en université, en école de commerce ou autre, c'est sûr que c'est des projets et on cherche pas la même chose. C'est-à-dire que moi, tout de suite, je suis quelqu'un qui a énormément, dû en partie à mon accident, j'ai énormément besoin de sommeil. Mon sommeil, c'est hyper réparateur. Et dès que j'ai trop de fatigue cumulée, je suis incompétent, je peux plus travailler, j'arrive pas à avoir les idées claires. Donc, moi, tout de suite, quand on doit aller en sortir en bar, en boîte ou un peu se coucher tard et diminuer mon temps de sommeil, je réfléchis à 3 fois si j'ai pas des choses importantes à gérer le lendemain, si j'ai pas des sujets sur lesquels je vais devoir être focus. Donc, en fait, c'est tout de suite d'autres questions. Donc, je sais que par rapport à ça, ça a toujours été moins évident parce que sur un jeune de mon âge, à 20 ans, 21 ans, qui doit sortir une, deux, 3 fois parfois par semaine pour aller en boîte ou en bar, tout de suite, moi, j'évite et j'essaie d'y aller une, 2 fois par mois max pour justement avoir du temps de travail, du temps de repos. Et du coup, tout de suite, on est moins présent, on est moins là et ils comprennent pas trop parce qu'ils sont pas dans le même domaine, ils sont pas au même niveau dans leur vie sur le travail. Donc, et ça demande pas le même temps d'implication aussi. Hmm. Donc voilà, il y a aussi la vision qui va avec, parce qu'on a beaucoup. Enfin, moi personnellement, je voyais vraiment ça dès que j'ai créé Capsule. Je voulais vraiment créer un projet autour, façonner une équipe et fédérer des personnes autour du projet. Donc tout de suite, en effet, dès que j'avais du temps libre, on réfléchit à des idées de développement, on réfléchit à comment on peut améliorer le process, que le client soit encore plus satisfait, faire des bonus. Enfin voilà, c'est des choses qu'on réfléchit pas mal, donc ça empathie souvent sur d'autres choses et sur des sorties ou sur voilà. Ouais, ce que tu dis, c'est que aussi cette fragilité que tu as suite à ton accident, ça t'oblige à faire des priorités sur OK, sur quoi je vais pouvoir mettre mon Mm. énergie les prochains jours. Et ça t'oblige aussi à C'est ça. planifier un peu sur le long terme pour justement pour pouvoir gérer ce niveau d'énergie au fur et à mesure avec, voilà, avec ton apport. Et tu mets le mot on quand on réfléchit à Capsule, tu parles de ton équipe, mais tu as, un associé, une personne privilégiée avec qui tu parles de développement, ou ça se passe comment à l'intérieur de l'équipe? Alors en effet, je dis on parce qu'on est beaucoup et puis en fait, je mets dedans aussi mon père et ma mère qui m'ont soutenu. Je mets dedans des amis qui ont toujours été là, qui ont dit c'est génial ce que tu fais, continue. Donc quand je mets on, je mets ça au sens large parce que c'est de l'amour que je reçois de plein de personnes. Et en effet, sur la société, aujourd'hui, j'ai Georges qui est mon bras droit et associé, donc qui est devenu associé il y a pile un an, ça va faire un an. Donc en effet, j'ai créé Capsule seul et j'étais seul pendant la première année et demie. Et j'ai Georges qui m'a rejoint au début, que j'ai formé à l'immobilier et qui maintenant est associé. Donc lui qui est encore plus jeune que moi, il a un an et demi de moins que moi. Et donc on a maintenant il est associé, maintenant il est à temps plein et il est à fond sur la boîte comme moi. Mais en effet, voilà, au tout début j'ai été seul pendant un petit peu moins de 2 ans. Et maintenant j'ai Georges en associé et plein d'autres alternants, employés, stagiaires qui sont géniaux. Tu disais, donc toi, ça t'oblige à faire des choix de priorité par rapport à tes potes, mais que tu as tout cet entourage, tu as toujours eu du soutien de tes parents, de ta famille, et donc de cette équipe-là, du coup, constituée autour de ce projet. Donc ça, on espère bien qu'ils te soutiennent. C'est... Oui, Et ça n'a jamais posé de difficultés et de conflits il n'y a jamais eu d'opposition de tes parents à tes choix ou à ta vision long terme? non, parce qu'ils ont toujours, on a un peu la même manière de penser à ce niveau-là. Donc, et puis je passe pas mal de temps avec mon père du coup quand on est à Reims, parce que maintenant on est colocataire là-bas, donc on échange sur pas mal de sujets. Il Ok. connaît par cœur la boîte, donc quand j'ai des soucis ou sur lesquels j'arrive pas à prendre une décision, je lui en parle. Mais généralement, non, il me laisse gérer, il y a pas de souci là-dessus. Ça va être plus sur le côté administratif table où ils vont pouvoir m'aider et m'assister et m'épauler. Mais sinon, de manière générale, je fais les choix seul parce que moi,
j'ai pas mal, je me forme encore énormément à l'entrepreneuriat de manière large. Je lis pas mal d'articles, de bouquins, je regarde pas mal de vidéos, j'écoute pas mal de podcasts aussi sur ça, de dirigeants qui ont monté des boîtes et qui ont développé leur société. Donc ça aide aussi beaucoup dans la culture d'entreprise, le développement, le personal branding, les choix qu'on doit faire sur différents sujets. Donc quand je sais qu'il y a des sujets et qu'il y a des choses importantes que je ne connais pas, soit je recrute quelqu'un pour m'aider là-dessus, Ok. soit j'interroge un peu, parce que j'ai l'avantage aussi d'avoir beaucoup de clients qui sont aussi patrons, donc j'hésite pas à leur demander quand j'ai des sujets là-dessus. Et puis après, l'expert comptable, les notaires, il y a plein d'experts dispo. Moi, j'hésite vraiment pas à demander de l'aide et à poser des questions autour de moi sur les professionnels qui m'accompagnent. C'est qui tes gens un peu référents sur l'entrepreneuriat, chez qui tu vas chercher de l'info quand quand tu es en train de mouliner des choses? Alors l'avantage aussi, ce qui est bien, c'est que nous sur Reims, les bureaux que j'ai pris il y a maintenant plus de 2 ans, un peu plus de 2 ans, on est trois sociétés là-bas. Donc il y a Hello My Flat, qui est une agence immobilière avec qui on partage les bureaux, et il y a aussi Visit Now que j'ai cofondé avec Samir, qui a l'agence Hello My Flat. Mm. Et en fait, l'avantage, c'est que avec Samir, on s'épaule pas mal et on se pose beaucoup sur des sujets qu'on peut avoir. On fait du sport ensemble, donc on réfléchit aussi sur ça quand chacun a une problématique, que ce soit sur un côté recrutement, RH. De manière générale, de toute manière, quand on recrute quelqu'un, sur l'entretien final, je suis là, je suis présent. Et Samir, pareil pour moi, sur un recrutement. Donc, D'accord. même alors qu'on il détient aucune part de Capsule et moi aucune part de Hello My Flat, on partage juste les bureaux au quotidien. Donc, c'est quand même important d'avoir l'avis parce qu'on sait ce qu'on cherche, on sait ce qu'on veut, on se connaît très très bien. Donc, c'est sur ce côté-là, ça va être essentiellement Samir quand j'ai des problèmes ou j'ai des questions, je lui demande si lui il a déjà fait face à ce problème ou pas chez Hello My Flat. Et puis Ok. l'inverse avec moi chez Capsule. Et puis après, sur le côté juridique, c'est essentiellement l'expert comptable ou mon père quand j'ai besoin d'une réponse rapide et je sais qu'il y a pas, faut pas être spécialiste. Ça va être essentiellement ça. Ok. Oh, bah, ça se fait super quand même un super environnement effectivement pour pallier ce sujet de la solitude de l'entrepreneur auquel Oui, non, on non, j'ai de la chance à ce niveau-là. J'ai pas mal de personnes autour de moi. Et puis le fait d'avoir, quand j'ai créé Capsule, Samir, il a créé le MyFlat quelques mois avant. Donc en Ok. fait, on était tous les deux dans les mêmes étapes en même temps. On s'est rencontrés parce que je lui ai acheté mon premier appart que j'ai acheté. Donc ça a été une rencontre qui s'est faite comme ça. Et lui, il me disait, oh, je vais créer mon agence. Et moi, en même temps, Capsule. Donc on était ensemble, on était au café, on travaillait le projet. Donc ça a été pas mal à ce niveau-là, d'avoir quelqu'un avec qui on lance chacun notre projet et on se conseille mutuellement euh, sur chaque chose, sur chaque étape, et après de prendre des bureaux ensemble. C'est moi qui avais dit, allez, let's go, on prend des bureaux, on se lance, et il y en a marre de se poser dans des cafés pour parler de ça. Il nous faut un endroit commun pour travailler sur nos projets. Donc ça a été pas mal. Mais c'était surtout sur les amitiés, les, euh, les potes de lycée et de fac, où justement ça a été moins évident et moins compréhensible de leur part, parce Ouais. qu'on ne sait pas du tout les problèmes d'un entrepreneur à cet âge-là. Et puis, c'est pas du tout les mêmes questions que même si eux, ils commencent à travailler ou à être dans des entreprises. Ils sont en alternance, ils ont moins de responsabilités. Et puis quand on commence à recruter ou avoir des problèmes d'employés qui ont des soucis de santé, des soucis avec leurs parents, avec leurs proches, on traite d'autres sujets très vite à un âge où on est plus concentré sur soi et pas sur un bien Pardon. commun et un projet global. Ok. Du coup, tes relations avec eux, elles ont évolué comment? Vous arrivez quand même à trouver des moments ensemble où t'as je sais pas, vous choisissez des sujets de prédilection en essayant d'éviter des choses, ou vous faites comment pour vous retrouver Moi, ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, j'ai énormément fait le tri parce que de toute façon, on a beaucoup, on dit souvent que on est la moitié ou la moyenne des 5 personnes qui sont le plus proches de D'accord. nous. Je sais plus trop c'est quoi le proverbe exact, mais
En gros, moi, les personnes aujourd'hui avec qui je suis le plus, c'est soit des personnes qui ont compris parce qu'elles-mêmes sont entrepreneurs. Donc là, moi, j'ai deux de mes meilleurs amis qui sont entrepreneurs aussi, dans des domaines complètement différents, mais qui sont aussi entrepreneurs, donc qui comprennent ce que c'est, ou du moins qu'on crée ou ont essayé de créer des boîtes, donc qui sont vraiment aussi dans ces domaines-là. Et sinon, j'ai des autres amis qui ont aussi, qui sont soit très intéressés par le domaine, mais qui eux ne sont pas entrepreneurs, et donc du coup qui comprennent, ou Ok. avec qui j'ai échangé, qui ont vu ma progression. Qui ont eu Donc la en fait, curiosité. c'est Ouais. aussi voilà, c'est ça. Donc c'est aussi beaucoup de ça. C'est des personnes qui soit s'y intéressent et comprennent parce qu'on leur explique et que je leur explique ce que c'est, ou sinon c'est des personnes après que je peux voir euh, tous les 3 mois, 6 mois, un an, qui sont des amis Mm. de longue date, mais qui comprennent moins les sujets du quotidien et la position qu'on a, les rôles qu'on a, les responsabilités. Mais en effet, aujourd'hui, c'est euh, c'est plus le cercle est plus réduit et avec des gens Mm. qui ont vraiment pris le temps et qui comprennent vraiment les situations et les dilemmes qu'on a au quotidien. Ok. Donc ouais, c'est ça, ça fait le tri des relations et ceux qui arrivent pas à s'intéresser un tout petit peu, tu les vois de moins en moins et du coup ça fait aussi des nouvelles rencontres avec des personnes qui Mm. sont dans le même mood que toi pour C'est échanger, ça. Bah après, c'est se surtout nourrir bien. aussi voilà, de créer des relations avec des personnes qui sont déjà entrepreneurs ou qui ont déjà créé. Maintenant, aujourd'hui, c'est plutôt comme ça. Les dernières relations que je me suis créées, qui sont devenues des amis, c'est des personnes qui sont aussi entrepreneurs, qui ont, qui sont soit ou alors créateurs de contenu. Enfin, c'est des personnes qui vont de l'avant, qui sont des créatifs. Et donc, c'est généralement avec ces personnes-là où je fais vite des relations et que le feeling passe super bien. Tu disais que, moi j'ai une petite curiosité pour ça, tu disais que tes parents, ils Mm. étaient pas entrepreneurs à la base et pourtant ils t'avaient soutenu là-dedans. Ils se sont positionnés comment, eux, par rapport à ça et par rapport au fait que toi, tu te lançais là-dedans? T'as pas eu le droit aux injonctions, prends donc un bon CDI, mon chéri. Non, là-dessus, j'ai eu un peu de chance parce que, en fait, vu que moi, c'est un cas particulier dans le sens où euh, ça n'a pas été du jour au lendemain, où j'ai eu un cursus standard et normal. Je passe le bac, je vais en école supérieure et je dois faire ça, comme ont fait mes deux autres frères, parce que j'ai deux frères qui ont suivi ce cursus-là. D'accord. J'ai un grand frère qui, lui, a fait école de commerce, quand j'ai passé le bac, il était en deuxième ou troisième école, en troisième année d'école de commerce. Donc, qui avait le schéma classique, on va dire. Mais c'est juste que moi, en fait, vu que j'ai eu un accident tôt et que tout de suite, j'ai eu une scolarité complètement anormale et différente que la plupart des jeunes. Donc, en fait, tout de suite, quand après je suis parti en événementiel, après le bac, ils ont vu que je travaillais, que je pouvais être un bosseur, que j'arrivais à trouver des endroits où travailler, que je me débrouillais. Ils ont vu que j'étais débrouillard. Donc, en fait, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat en même temps de faire mon BTS à distance, bah, ils voulaient que je garde mon BTS, ils voulaient que je garde mon BTS en même temps que d'avancer. Et au bout d'un moment, quand j'ai fait un an d'auto-entrepreneuriat, j'avais fait un peu de sous. Mm. J'ai dit, bon, bah, le BTS, j'arrête. Et ils m'ont dit, bon, bah, ça marche plutôt bien, ça roule, t'es motivé. Donc, on te fait confiance. Et puis voilà. Ils savaient que j'avais déjà fait mes preuves sur d'autres sujets dans l'événementiel. J'avais fait des petits boulots par-ci, par-là. Enfin, assez rapidement, je trouvais où travailler. Et j'étais pas quelqu'un qui voulait rien faire, en fait. Donc, Mm. j'avais envie de justifier aussi ce côté où les, euh, les soirées que j'ai pas dû faire, les moments que j'ai pas dû faire, la scolarité que j'ai pas pu faire, de le justifier, donc de me bouger pour créer des projets, entreprendre et façonner des choses. Et puis depuis très longtemps, j'ai souvent mené des projets, que ce soit dans tout ce que je faisais. Dès que je me mettais à fond dans un sport, je voulais monter l'équipe et avancer avec l'équipe. Pareil sur les jeux vidéo, sur peu importe quel sujet que je touchais je voulais monter et fédérer une communauté. Donc, il y avait ce truc-là depuis déjà des années, quoi. Depuis avant ton accident? Parce que ce que j'entends, c'est qu'en fait, ton accident, il t'a permis presque de faire le tri dans ce qui faisait vraiment sens pour toi et d'être obligé d'être focus avec, OK, j'ai moins d'énergie et moins de mobilité, je suis obligé d'être vraiment super focus sur ce qui est important pour moi pour gérer ça, mais que tu avais ce côté préalable de quand je fais quelque chose, j'ai envie d'aller jusqu'au bout. C'est ça. En fait, alors, déjà avant, j'aimais bien ce truc dans les sports et les jeux,
dès qu'il y avait vraiment la possibilité de faire une équipe, de monter une équipe. Ça, je l'avais déjà un peu avant. Et ça s'est amplifié après l'accident, où Mm. justement, j'aimais bien ce côté où on se regroupait, on se rejoignait à 5, 10, 15, 20, et qu'on allait tous dans le même sens. Ça, j'ai adoré. Et donc, c'est un peu aussi ce qu'aujourd'hui je fais avec Capsule. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'avance avec Capsule et j'aime recruter. Parfois même, dès qu'on est un petit peu rentable, j'essaye de recruter une personne parce que c'est vraiment, plus on est, plus je suis heureux. Donc, c'est aussi ce que je retrouve dans l'entrepreneuriat, c'est de recruter, d'avoir le plus de monde possible autour d'un même projet, d'une même idée. C'est ce qui m'anime le plus. Donc, l'accident, je pense que ça a accentué. Et puis, Mm. d'avoir ça très tôt et très jeune, tu te poses pas mal de questions sur toi-même, sur ce que tu aimes, sur ce que tu veux faire, sur quel est le sens de tout ça et dans le chemin que tu veux aller. Et donc, ça m'a permis de justement me poser, comprendre les gens qui ne comprenaient pas, les jeunes qui allaient faire des choses que tu n'appréciais pas. Et donc, tu te poses vite des questions à toi-même. Et donc, ça permet de savoir ce que tu aimes, dans quoi tu es fort et sur quoi il faut te focaliser. Donc, c'est des choses qui sont importantes et c'est une grande chance de l'avoir à 16 ou 17 ans, ce genre de questions. C'est ce que j'allais te dire, je trouve ça presque étonnant parce que ce que tu décris par rapport à cet accident, euh, chez les gens que j'accompagne qui ont plutôt 35-45 ans, il y a Mm, ce moment de vie où tu dis, bon, ok, j'ai suivi toutes les règles, machin, et ça me rend pas heureux, mm. et du coup, je remets tout sur la table et je vais construire quelque chose qui a du sens pour moi à partir de ce que je suis. Et en fait, c'est ce que tu décris par rapport à ton accident. C'est ok, à un moment, j'ai fait le tri de ce que je voulais, de ce que je voulais pas, et je me suis focus sur ce que je voulais vraiment moi. Et voilà, si ça t'évite une crise de la quarantaine, c'est. Ah, bah, oui, j'espère. Alors, c'est ça, c'est ça. Et puis, moi, je suis quelqu'un, du coup, maintenant, c'est que dès que je commence à rentrer dans un rythme ou dans des ressentis où j'aime pas, où je me lève le matin et que j'aime pas pourquoi je me lève, parce que moi, j'ai jamais été un très, très lève-tôt. Donc, dès que je me lève à 7 ou 7h30 du matin pour aller travailler, si j'ai pas l'envie et mon envie ne dépasse pas l'envie de rester dans mon lit, je me dis ça sert à rien, il y a quelque chose qui roule pas et qui va pas. Donc soit je module, soit je change, soit je me pose des questions de pourquoi j'ai pas envie, qu'est-ce qui bloque. Et en attendant aujourd'hui, tout va très bien et ça depuis 3 ans, ça, il n'y a pas de souci là-dessus parce que justement j'arrive à adapter ma vie à tout ce que j'aime faire. Je reste dans quoi je suis bon et dès que c'est hors de mes compétences, soit je dois l'acquérir et donc je sors de ma zone de confort et j'y vais, soit je sais que c'est pas mal de le faire et je délègue ou je vais chercher l'information de part. Mais c'est un peu le rythme que j'ai. Quitte même à être un peu plus lent sur le développement des sociétés que je fais, je décide de mettre en avant voilà, l'humain, mon bien-être et le bien-être des équipes avant de chercher à faire X euros, X CA pour X années. On est encore jeune, donc on a le temps. C'est ça. Que tu dis, quand l'envie de pas me lever est plus forte, je prends le temps de faire le tri. Tu as une méthode particulière pour faire ça ou c'est vraiment tu le fais à l'élan ou comment tu le sens en fait de Alors ta moi, ce côté. que je fais, c'est que typiquement, il n'y a pas si longtemps, il y avait des sujets qui me tracassaient et qui me dérangeaient. Et Mhm. donc, en fait, ces sujets-là, dès qu'ils viennent, et alors c'est soit avec des employés, des collègues, des associés, des amis, enfin, peu importe, bah, il faut en parler tout de suite. Donc, c'est la communication et de dire clairement ce qui te dérange. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis allé voir les personnes directement euh, pour leur dire ce qui n'allait pas et ce que je voulais pas et que ces choses-là en fait dérangeaient dans mon quotidien sur l'humeur, l'ambiance globale ou le bien-être de tous dans les projets, dans ce que je fais. Et donc en fait, tout de suite, ça permet d'ouvrir les discussions. On est tous dans une réflexion et moi, c'est ce que je prime dans ce que je fais. C'est que je travaille avec des personnes qui sont capables de se remettre en question et qui sont capables de prendre la critique et que si elle vient, parce que moi je suis quelqu'un en plus qui crie jamais, qui rentre jamais dans les gens. Donc si je le fais, c'est qu'il y a une raison, c'est que Mhm. vraiment il y a souci. Donc voilà, moi je m'entoure de personnes qui sont capables de se dire ok c'est ma faute, je suis désolé et voici pourquoi. Et justement on avance, on fait table rase et on passe à autre chose. Donc
moi, ça a été la première chose dans toutes les personnes que je recrute et toutes les personnes avec qui je travaille. Ils sont capables de tous me dire les choses et me dire, voilà, Lucas, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ci, ça me convient pas, ça me va. Et à l'inverse, de moi faire pareil. C'est le plus important pour moi, c'est que si, si quelqu'un est pas bon avec une personne, mais que la personne ne le dit pas, pour moi, la faute, elle est un peu partagée parce que l'autre n'arrive pas à communiquer ou du moins le dire. Donc, Mm. c'est le but, c'est ça. C'est donc, du coup, j'évite et j'arrive jamais à me dire, j'ai pas envie de me lever parce que j'ai toujours envie de les retrouver, que ce soit mes amis, mon entourage ou les personnes avec qui je travaille au quotidien. Ça demandera un vrai courage relationnel, hein, en même temps d'être capable de dire au fur et à mesure et de pouvoir réajuster. Ça veut dire, enfin, faut avoir une vraie confiance dans le fait que la personne va être capable de le recevoir et que vous allez être capable de transformer les choses ensemble. Et ça, c'est pareil, hein, c'est pas si courant voilà, d'être dans ce truc de oser dire et voilà, d'aller choisir les personnes aussi qui vont être capables de Oui, bah, former de toute façon, je et pense d'avancer et que, de pas faire l'autruche. Ouais, ouais. oui, je pense que de toute La façon, force. l'essentiel, il est là. Et c'est pour ça que c'est hyper intéressant et hyper important de toujours se dire, voilà, je choisis les gens qui m'entourent, avec qui je m'associe, avec qui je recrute. Mm. Euh, c'est d'avoir toujours des personnes qui sont capables d'entendre, d'écouter et de même savoir, voilà, de se remettre. Moi, j'ai un associé qui est génial, Georges, où plusieurs fois, voilà, quand on n'est pas d'accord sur un sujet, mais sur des choses, même voilà, sur un recrutement de quelqu'un ou sur une décision à prendre par rapport au développement de la société, Mm. sur une offre qu'on veut lancer, sur des prix, voilà, pas des sujets hyper importants, mais des sujets. Voilà, on va pouvoir avoir cette discussion où il me dira qu'il n'est pas d'accord, lui, comment il voit les choses, moi pareil, et de pouvoir à la fin dire, bah, de toute façon, quoi qu'il en est, euh, tu as le dernier mot, parce que je suis majoritaire sur la société et ça reste en grande partie la mienne. Mm. C'est toi qui dirige, tu as mon point de vue. Maintenant, à toi de voir si on peut trouver un compromis. Si on n'en trouve pas, tu fais le choix, tu fais. Moi, de toute façon, je t'en veux pas, je sais que ça reste ta boîte. Donc, il y a quand même ce recul où, en fait, chacun sait reprendre sa place. Et voilà, moi, je sais aussi dire, là, j'ai besoin de toi, il faut Mm. que tu me donnes ton avis dessus, soit tranchant, soit direct, je veux qu'on avance. Donc, il y a aussi ces sujets où personne ne se braque et on arrive tous à faire la distinction entre capsule des affaires et notre amitié perso. Parce que c'est aussi ça, maintenant, on est tous très proches et très amis. Donc, on arrive à faire la distinction à chaque chose. Et puis, moi, j'ai vraiment formulé cette chose que ce soit avec Samir et Loma Flat ou Georges sur certains sujets où les deux sont associés sur différents points, quand on va parler d'une discussion, enfin, ou prendre un sujet, tout de suite dire, voilà, aujourd'hui, là, je prends la position de capsule. Je parle pour une tierce personne. Uniquement les intérêts de capsule. C'est pas notre amitié, c'est pas tes intérêts. Il faut que ce soit comme ça. Il faut que les choses se passent comme ça. Et justement, du coup, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que même si le ton monte et qu'on n'est pas d'accord, on peut tout de suite après se dire, bon, bah, on va boire un verre, on va à la salle de sport. En fait, et on comprend euh, la différence entre ses intérêts avec sa société ou sa position et les miens avec ma société et ma position. C'est-à-dire que vous précisez en permanence d'où vous parlez et de quelle position vous parlez, et que ça ne vient pas teinter les autres relations que vous pouvez avoir amicales. Enfin, je suis C'est super. ça. Alors après sur certains sujets parce que on se prend pas on se prend pas la tête tous les jours, mais quand en effet il y a des sujets qui deviennent précis où l'un ou l'autre ne se comprend pas pour l'intérêt que l'autre a, c'est toujours le sujet quand on est partenaire, quand on travaille ensemble au quotidien. Donc, c'est en effet, on dit tout de suite, voilà, là, je vais prendre une position vis-à-vis de Capsule. La relation qu'on a, ça me convient pas, ou ce que tu fais, ça me convient pas. Parce que dans les comptes bancaires de Capsule, ou comment c'est fait, ça fonctionne pas, c'est pas bien. C'est pas bien fait, ou pas assez bien fait. Donc, voilà les soucis, comment on fait, comment on évolue. Et donc, le but, c'est vraiment que l'autre personne dise, voilà, bah là, je parle en fonction de mon titre, ma position, de ma société. Et on va justement s'affronter, on va dire, ou s'opposer avec ces intérêts-là et uniquement ces intérêts-là. Pas avec le fait que demain on mange ensemble et qu'on va rigoler et passer une bonne soirée. Donc c'est vraiment on arrive à faire la distinction sur ça parce qu'on est, voilà, on arrive à dissocier les deux. Mais enfin, c'est un super. Enfin, vous faites ça avec. Moi, je suis très admirative de la, de l'intelligence relationnelle que vous développez là, aussitôt. Je vais faire ma vieille conne, hein, c'est terrible. Mais aussitôt, mais enfin, voilà, pareil, j'accompagne des gens qui sont associés dans des boîtes, qui sont mariés et associés dans des boîtes. Hmm.
c'est un paquet de nœuds indémerdables. Enfin, je veux dire, Ah bah c'est oui. dramatique. Donc, c'est hyper précieux ce que vous construisez là, maintenant, euh, tout de suite avec ces boîtes-là. C'est une base super saine pour avancer, quoi. C'est topissime. Oui, voilà. Et puis si ça empiète sur l'amitié ou quoi, on se le dit, et on en parle en fait sur des temps perso. Donc moi je sais qu'il y a des moments où si on va manger ensemble ou être ensemble sur le soir, euh, à la salle de sport et revenir sur des sujets pro, ça veut dire que la personne a été impactée en fait personnellement. Et donc Ouais. on revient sur ces sujets-là et on peut dire non mais voilà, il n'y a aucun problème avec toi, je t'adore toujours autant. Mais par contre voilà, sur ces sujets l'attitude ou la position de ta boîte ou de ta personne dans cette société ou à ce moment-là, ça me convient pas, il y a ce sujet, il faut qu'on en discute. Mais ça Mm. change pas le fait qu'on s'adore, qu'on va passer un bon repas, une bonne soirée et qu'il n'y a pas il y a pas de souci à ce niveau-là. Ouais. Vous avez une capacité à formuler les choses quand même qui est précise et précieuse pour le coup. Oui, il faut être précis. Moi, pour moi, ça fait très longtemps que je suis comme ça, c'est que les mots, c'est hyper important. Et enfin, c'est très important de savoir ce qu'on veut dire et les mots qu'on utilise pour pas justement froisser. Moi, c'est toujours la première chose quand j'ai quelque chose à dire qui peut être délicat. Je vais souvent prendre voire 1 ou 2 jours avant de le dire parce que justement, je veux que ce soit bien interprété et qu'il n'y ait pas que la personne en face ne se bloque pas, ne le ressente pas mal. Donc, je fais très attention à ça dans les discours et dans les échanges que j'ai pour pas bloquer, en fait. Je me mets toujours à la position de l'autre avant de me mettre dans ma position. Et justement, c'est un peu le schéma que j'ai avec les gens que je travaille, c'est qu'ils ont aussi cette position-là de savoir, attention, voilà la position de l'autre, voilà ce que l'autre fait et comment elle est. Donc, faut pas aller chercher et rentrer dans les gens inutilement, quoi. On est toujours tous dans le même bateau. Tu l'as appris comment, justement, cette intelligence relationnelle? C'est vraiment quelque chose qui t'est naturel ou t'as des Alors, inspirations ou des formations? je pense, bah, je me suis beaucoup, je regarde pas mal de choses sur la neuroscience et tout. Moi, ça m'intéresse pas mal. C'est des choses qui m'intéressent beaucoup. Parce que vu que mon accident était neurologique, bah, ça m'a lié un peu à ça. Mm. Donc, moi, j'ai pas mal de liens. J'ai pas mal regardé, lu de choses à ce niveau-là. Mais en même temps, il y a aussi un autre truc qui m'aide beaucoup. C'est que je comprends très vite la position, les intérêts des autres. Et donc, du coup, ça permet, quand tu as une très bonne compréhension de la personne en face de soi, c'est plus facile d'adapter le sujet, de comprendre et de savoir de quoi il faut parler, les Mm. choses sur lesquelles la personne a un besoin et où n'est pas prête à discuter. Donc en fait, le but, c'est de savoir aussi la position qu'on a vis-à-vis de la personne. Donc moi, de toute façon, la meilleure chose que je fais, et c'est pour ça que je suis bon commercial, c'est que je suis très bon relationnel et j'arrive très vite à comprendre les besoins des personnes avec qui j'échange. C'est pour ça que je pense que je suis pas trop mauvais. Et puis j'ai beaucoup d'empathie pour les autres, donc ça aide. Ok. C'est les bases de la communication non violente. Il y en a qui font des années de formation pour réussir à faire ce que tu fais. Bah ouais, moi, j'arrive pas à... Mais c'est après, je sais pas si c'est mon côté, si j'ai réussi à devenir un peu robot, mais je suis... dès que c'est pas... il y a très peu de personnes, on va dire, qui arrivent à me, à me bousculer émotionnellement. J'arrive très difficilement à être bousculé émotionnellement. Quand on dit fais pas parler tes émotions, fais pas parler tes sentiments, prends sur toi et après réfléchis et discute. Il y a 3, 4 personnes sur Terre qui arrivent à me bousculer émotionnellement et je travaille pas avec eux. Donc l'avantage c'est ça aussi, c'est que je suis jamais révolté par rapport à des attitudes ou des collaborateurs qui feraient des choses qui me déplaisent fortement. Mm. Je j'arrive pas à m'emballer parce que je vais tout de suite aller en disant j'aime pas ce que tu as fait, j'apprécie pas à revoir, mais ça peut pas m'énerver parce que j'arrive pas à être touché émotionnellement et sentimentalement sur ces sujets. Donc justement contrairement à certains collègues ou certains dirigeants que je connais dans leur boîte où quand il y a des choses qui les énervent par rapport à des employés, de collaborateurs ou des associés, ils vont être très vite émotionnellement impliqués et dire t'as pas le droit de faire ça alors que moi je fais ça, c'est compliqué ma position par rapport à la tienne. En fait, il y a de l'énervement, il y a trop d'émotions, donc il y a pas de, c'est pas objectif. Donc l'idée c'est ça, c'est que moi j'arrive pas en fait à être impliqué émotionnellement avec les relations humaines sur certains sujets précis en termes de travail et de business.
alors que je le suis en perso avec certaines personnes. Mais je pense que ça permet d'avoir une certaine clairvoyance et d'être clair sur les sujets quand on n'est pas impliqué émotionnellement. Ah bah, de toute façon, dès qu'on commence à être emballé par ses émotions, comme tu dis, on n'est plus du tout en train de prendre des décisions qui sont rationnelles. Donc, C'est sûr. on risque, parfois les émotions sont justes quand même, mais on risque quand même de prendre des décisions stratégiques qui sont foireuses sur le long terme. Mm. Ouais. Complètement. Tout Ouais. à fait. Bon, c'est quand même des super bases pour développer une boîte, cette espèce de distance émotionnelle, cette qualité relationnelle que tu appliques à tes collègues enfin, à tes collègues et à tes relations et à tes partenariats, des super outils. Et puis cette capacité à monter des équipes, qui je pense aussi est un vrai sujet pour les entrepreneurs. Il y a quand même pas mal qui bossent seuls. Et ça fait des super outils pour faire décoller une boîte qui sont impressionnants pour démarrer. Bah oui, hein, de toute façon, c'est l'essentiel. Enfin, moi, pour moi, dans tout ce que je fais, et dans tout ce que j'entreprends, c'est de vraiment avoir de comprendre la situation de la personne en face. C'est-à-dire que moi, dès que je recrute quelqu'un, que ce soit une personne jeune ou un peu plus âgée, ou parce qu'on ne peut pas se le permettre de faire des gros salaires ou des choses comme ça parce qu'on est une jeune entreprise. Donc, tout de suite, par exemple, la personne commence au SMIC ou avec un salaire qui n'est pas énorme et conséquent. En fait, moi, tout de suite, j'élabore un plan de carrière, une destination, parce que, en fait, je lui dis clairement que ce que le salaire qu'a aujourd'hui la personne est voué à évoluer rapidement si la personne prouve qu'elle est impliquée, qu'elle a envie, qu'elle se développe, parce que je suis conscient et je le dis clairement que c'est pas une vie et une ambition d'être toujours au SMIC toute sa vie alors qu'on va s'impliquer fortement émotionnellement et physiquement dans un projet. Donc moi je fais vite comprendre que à la hauteur des ambitions et de ce que développe la personne dans la société, elle sera récompensée à cette hauteur-là. Et j'ai toujours ce prisme de me dire est-ce que cette personne mérite vis-à-vis de Capsule et pas vis-à-vis de mes intérêts perso, Luc Hellman. Il faut dissocier les deux. Donc, quand j'ai donné des parts au début à Georges, tout le monde me disait, mais t'en réclames pas, lui donne pas, garde tes intérêts. Et je dis, mais non, là, ça fait 1 an et demi qu'il se bat pour la boîte, il est à fond, il a fait des trucs incroyables sur des week-ends, enfin, il est à fond dans le truc, il croit au projet comme un dingue. Donc non, c'est pas parce que c'est dans l'intérêt de Lucas de garder toutes les parts on va garder toutes les parts. Et donc j'ai décidé de lui en passer. Et le but, c'est ça, d'être toujours, essayer d'être juste et de faire la dissociation et la différence entre Capsule et moi. Et je fais ça dans pas mal de sujets. Donc même si demain, et je le répète souvent aux équipes, si demain il y a quelqu'un qui me prouve par A plus B qui doit diriger et contrôler Capsule, il le contrôlera, il le dirigera, il n'y a pas de problème. Donc c'est aussi ça le projet, c'est que moi je suis très, voilà, s'il est temps de donner sa place et de passer à autre chose, il faut passer à autre chose et donner sa place. Il faut pas, ça sert à rien de s'accrocher et de tenir parce qu'il faut tenir, il faut être là et que c'est la place qu'on t'a donnée il y a 5 10 15 ans. Donc c'est pas le Ouais, sujet. mais en même temps, tu es vraiment dans la stratégie par rapport à tes entreprises, de qu'est-ce qui va être le mieux pour ces entreprises-là et pas Voilà. pour moi perso. Mhm. Et ça, c'est quand même pareil, des bases de vision à long terme super puissantes. La contrepartie de ça aussi, c'est quand tu donnes des parts à Georges sur Capsule alors qu'il n'a rien demandé, c'est aussi tu maintiens sa motivation en ayant vu qu'il s'implique à fond et que si tu le maintiens dans cette motivation, il va donner le meilleur de lui-même. Enfin, c'est vraiment C'est ça. Bah, et j'ai vu une implication et une envie de sa part qui était incroyable. Donc je me suis dit très peu de personnes peuvent faire autant que lui en n'ayant rien de Capsule. Donc parce qu'au début c'est ça, il fallait qu'il prouve, il fallait qu'il fasse. Donc il avait rien, mais il a cru au projet. Il a dit un jour j'aurai des parts et j'en ai donné 1 an après. Et voilà, c'est aussi ça, c'est que il ne les a jamais demandés, il les a jamais réclamés, mais il y croit au plus profond de son cœur, de ses tripes, et c'est ça le projet, c'est de remercier les personnes qui arrivent à donner cette énergie, cette authenticité et cette envie, cette ambition au quotidien dans le projet. C'est de les remercier. Et pour finir, tu parlais des autres entreprises que tu as montées. Tu veux en dire Mhm. quelques mots? Alors oui, donc j'ai Visit Now où on fait de la visite virtuelle 3D. Donc
pour des pros comme pour des particuliers. Donc, on fait pas mal d'appartements. Donc, tous nos projets, Capsule et Hello My Flat, leurs projets de vente et de location. On fait les visites virtuelles avec ces deux sociétés. Et puis après, on fait des boutiques, on a fait des musées. On a fait le Palais du Tau, donc, qui est l'un des plus gros musées de Reims, 3500 mètres carrés. Et là, on discute avec d'autres institutionnels pour faire des visites virtuelles de leur musée, des choses comme ça. Donc, on fait un peu tout ce qu'il faut en B2B ou B2C sur la visite virtuelle avec Visit Now. J'ai créé aussi Sirius, qui est une société de marchand de biens. Ok. Donc là, en l'occurrence, c'est dû au fait que ça faisait 4 ans que je faisais de l'immobilier, j'ai décidé de créer une société de marchand. Donc on achète, on rénove et on revend, voilà, tout simplement. Et, euh, et là, je suis sur un nouveau sujet, sur une nouvelle société que j'annoncerai en janvier, qui est dans un autre domaine complètement, où là, en l'occurrence, je suis associé avec deux autres personnes. Donc voilà, voilà un petit peu les sujets. Ok, donc nouveau projet à venir et d'autres perspectives pour plus lointaines qui te tentent. Euh, Continue à développer Capsule. Là, ça fait pas longtemps qu'on développe les événements sur Paris. Donc là, ce soir, on a un événement d'ailleurs où j'y vais. Donc on fait de la décoration pour ces événements. Ça rejoint un peu l'événementiel que je faisais il y a 3-4 ans. Donc, je remets un pied un peu dedans, mais d'une manière différente. Donc c'est marrant, c'est sympa. Et puis sinon, dans l'ensemble, voilà, 2023, continue à s'agrandir, de développer d'autres villes avec Capsule, de recruter plus de monde, de continuer notre lancée et de bien développer cette nouvelle société qui arrive pour janvier. Alors, vous avez l'air bien parti. Je vous souhaite le meilleur à tous, à toutes les équipes aussi. Bah, merci beaucoup. Il n'y a pas de raison, ça devrait bien se passer. Bon, est-ce que tu veux rajouter un mot de la fin? Comme je le dis souvent sur les passages que je peux faire en interview, podcast ou autre chose, et l'énergie que je donne sur LinkedIn au quotidien sur les posts que je fais, c'est de tenter, c'est de se lancer, parce qu'on n'a rien à perdre en se lançant. Donc, tous les jeunes qui ont des projets, qui ont envie de créer, d'innover, de développer, d'avoir d'avoir une discussion avec un ami sur une boîte, bah, pourquoi pas la lancer et se tester. Donc, c'est de l'expérience de dingue à prendre et à récupérer. Moi, franchement, chaque fois qu'on crée une société ou qu'on la développe, même si qu'elle échoue, qu'elle réussisse, c'est hyper important. Donc, innover, créer, développer. Là, quand je vois des jeunes de 15 ou de 14 ou de 16 ans faire des posts LinkedIn à cet âge-là, je me dis, mais à mon âge, les mecs, ils vont être hyper loin. Donc, voilà. Donc, et ils ont raison hein, de commencer à cet âge-là. Donc voilà, ne pas hésiter. Si on a peur, on n'a pas envie et qu'on a des doutes, c'est qu'il faut le faire. Voilà, sortir de sa zone de confort et créer le plus de choses possible. Merci. Au À bientôt. plaisir. À bientôt. Vous venez d'écouter la phase B du succès. Laissez-moi vos commentaires sur la page et retrouvez-moi sur LinkedIn ou sur mon site internet morgane-catoire.fr.